Très bien. Je coupais le micro parce que je me disais, la dernière fois, c'est déjà moi qui ai introduit et je ne voudrais pas léser mon collègue président Stéphane Artano qui est en distanciel et donc celui qui est en présentiel introduit. Voilà. Donc il n'y a pas de problème d'égalité ce matin entre la délégation Outre-mer et la délégation Droits des femmes. Je suis rassurée. Voilà. Bonjour Monsieur le Président, cher Stéphane. Chers collègues, mesdames et messieurs, nous poursuivons ce matin nos travaux sur la parentalité dans les Outre-mer menés en commun avec deux délégations, la délégation aux Outre-mer, présidée par Stéphane Artano, que je salue par visioconférence donc, et la délégation aux droits des femmes que j'ai l'honneur de présider. Notre première audition la semaine dernière nous a permis de dresser un panorama des spécificités des structures familiales et parentales dans les départements et régions d'Outre-mer, les DROM. Trois grands traits se dégagent qui me semblent particulièrement significatifs dans le cadre de nos travaux. Premièrement, une prédominance des familles monoparentales. Ainsi, aux Antilles et en Guyane, un enfant sur deux vit dans une famille monoparentale, contre 1 sur 4 en France hexagonale. Il s'agit en outre d'une monoparentalité originelle dès la naissance de l'enfant et jusqu'à son adolescence, et non d'une monoparentalité faisant suite à une rupture conjugale, comme c'est généralement le cas dans l'Hexagone. Aux Antilles et en Guyane, 2/3 des naissances ne sont pas reconnues par le père, contre 10% dans l'Hexagone. Deuxième trait caractéristique, une précarité importante. Les allocations familiales sont cruciales pour la majorité des familles ultramarines, tout particulièrement les mères seules. Dans les 4 DROM historiques, 57 à 77% de la population est bénéficiaire d'au moins une prestation versée par les CAF, contre 49% en France métropolitaine. Enfin, le troisième point qu'il me semble important de souligner ce matin est la fréquence des grossesses précoces, qui donne lieu à des taux d'IVG élevés, mais aussi à un taux de maternité précoce, avant 20 ans, environ 10%, contre 1% en France hexagonale. Ces maternités précoces désirées apparaissent souvent comme un moyen pour des jeunes filles d'obtenir un statut. Elles s'accompagnent cependant d'une déscolarisation et d'un défaut de formation et d'insertion professionnelle problématique. Un dernier sujet est spécifique à la Guyane et à Mayotte. Il s'agit de la forte proportion des parents qui ne sont pas de nationalité française et ou ne parlent pas français. L'objet de notre table ronde aujourd'hui est de voir comment tenir compte des spécificités ultramarines dans la mise en place de nos politiques familiales et sociales et tout particulièrement de dispositifs de soutien à la parentalité. À cette fin, je suis heureuse d'accueillir à la fois en distanciel et en présentiel Monsieur Thierry Malbert, directeur scientifique, et Alexandre O'Haraud, chargé de mission de l'Observatoire de la parentalité de la Réunion. Et donc, en distanciel, bonjour messieurs, Madame Béatrice Bayot, directrice générale de la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs. Bonjour madame. Et donc Madame Patricia Augustin, secrétaire générale de la Fédération syndicale des familles monoparentales. Vous deviez être deux, vous êtes seul. Bonjour à vous madame. Nos attentes s'articulent autour de deux grands axes. D'une part, que vous nous présentiez vos organisations respectives et les actions qu'elles mènent dans les territoires d'outre-mer au sein desquels elles sont implantées. D'autre part, que vous nous livriez votre analyse des spécificités parentales et familiales ultramarines et vos recommandations pour y mener des actions de soutien à la parentalité adaptée et efficace. Je laisse sans plus tarder la parole à mon collègue Stéphane Artano, président de la délégation aux Outre-mer, qui intervient à distance depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Bienvenue, cher Stéphane. Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs, mes chers collègues. Étant retenu à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme tu viens de le rappeler, cher Annick, je participe avec grand plaisir en visioconférence à cette deuxième audition sur la parentalité dans les Outre-mer, qui vient d'ailleurs opportunément compléter avec des acteurs de terrain le panorama dressé lors de notre première réunion. Comme l'a bien souligné Claude Valentin-Marie de l'INED la semaine dernière, les situations sont très différenciées et tu viens de le rappeler, cher Annick, d'un territoire à l'autre. Et l'une des difficultés du rapport sera sans doute de discerner dans nos recommandations d'ailleurs la pertinence ou non des mesures ou des aménagements spécifiques. C'est pourquoi nous sommes évidemment très heureux, mesdames, messieurs, de recueillir vos témoignages ce matin pour approfondir notre état des lieux sur
les réalités sociétales de nos Outre-mer et leurs conséquences, et d'avoir aussi l'approche de grandes fédérations nationales qui enrichissent la vision comparative. La semaine dernière, le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, M. Claude Villac, a évoqué notamment la tension entre une volonté d'harmonisation des prestations avec l'Hexagone et la persistance de réglementations spécifiques justifiées par des situations locales particulières, singulièrement à Mayotte. Ce département requiert sans doute une séquence à part entière, comme l'a pointé la semaine dernière notre co-rapporteur Victoire Jasmin, et si bien sûr vous en êtes d'accord, chère présidente. Mais la situation de la Réunion, département voisin de l'océan Indien, fournit aussi un bel exemple des multiples défis de la parentalité en Outre-mer. Et nous nous félicitons d'entendre ce matin le directeur de l'Observatoire dédié à ce sujet, M. Thierry Malbert, que nos collègues connaissent pour ses travaux concernant les impacts de la crise Covid sur la sphère familiale et éducative. Au-delà, je pense qu'il faudra sans doute regarder la situation dans les collectivités d'outre-mer, en particulier en Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, où de très nombreuses familles connaissent aussi le cercle vicieux de la précarité, pour reprendre la formule de notre collègue Nassima Dindar, avec le contexte culturel propre aux sociétés du Pacifique. Le champ d'étude est donc très vaste, évidemment, et je ne serai pas plus long pour laisser la parole aux invités et à nos collègues. Je vous remercie, chère Annick, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Donc, en plus, évidemment, je suis accompagnée ici au Sénat de deux rapporteurs, Elsa Chac et Victoire Jasmin, que j'avais totalement oublié de saluer dans mon propos introductif. Donc, on va immédiatement passer la parole à Monsieur Thierry Malbert, qui est en distance, directeur scientifique de l'Observatoire de la parentalité de la Réunion, et donc qui intervient depuis la Réunion en visioconférence. Donc, nous vous écoutons, monsieur. Chère présidente de la délégation des Outre-mer, chère présidente de la délégation des droits des femmes, chers rapporteurs, eh bien c'est un honneur pour nous à La Réunion de participer à cette audition sur cette thématique. Donc Thierry Malbert, donc professeur des universités, anthropologue, je travaille depuis plus de 20 ans sur le thème de la famille, de la parenté, de la parentalité à La Réunion, et depuis 2015, nous avons mené entre l'université et la CAF un outil qui s'appelle Observatoire de la parentalité. Mon propos se déclinera en deux temps, la présentation de cet outil avec les études et les actions que nous avons menées. Mon collègue Alexandre Boireau, que vous voyez à côté de moi, est donc chargé de mission à l'Observatoire, prendra également la parole et comme vous l'avez demandé, nous vous présenterons un peu les spécificités et les actions et le futur à construire ensemble. Bien, donc je vais faire dérouler le PowerPoint qui est juste devant vous. L'Observatoire est un outil d'accueil, un partenariat. Nous avons créé cet observatoire en 2015 entre l'université, la recherche, académie scientifique et la CAF de La Réunion pour permettre aux structures d'accompagnement d'avoir un lieu au service de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on est au niveau méso, on est le macro, il y a les politiques, les directions, et le micro, l'action sociale. Sur le terrain, il manquait un maillon à cette échelle, c'est-à-dire le méso, le milieu, qui relie à la fois réflexion, analyse, recherche et mise en action. Donc c'est un petit peu ce que je vais vous présenter à l'instant, un regard croisé avec un travail pluridisciplinaire, je vais le présenter succinctement, une émulation, une créativité avec les acteurs du social qui œuvrent sur le champ de la parentalité à La Réunion, mais aussi les décideurs et aussi les parents, bien évidemment les bénéficiaires sont inclus dans nos ateliers de réflexion, insuffler une dynamique, trouver un lieu tiers, neutre, où chacun pourra s'exprimer sur des thématiques précises. Libérer la parole et partager les expériences est au cœur de notre dynamique, de notre éthique, pour que chacun puisse s'exprimer dans les objets, les chartes que nous avons créées ensemble, telles que la charte de la parentalité de La Réunion. Diffuser des outils parmi nos missions et nos méthodes. Il est clair que le réseau que soutient la CAF, évidemment l'État à La Réunion, est porteur depuis 20 ans, il est prolixe, mais faut-il encore nourrir avec des nouveaux outils et on regarde des évolutions de la famille et des liens parents-enfants. Donc c'est un petit peu notre engagement aussi, nourrir les acteurs du terrain. Participer à l'évaluation de dispositifs existants est nécessaire pour les politiques publiques, recherche et prospective, je vais en parler dans un instant. Au niveau de la recherche, évidemment, moi-même en tant qu'enseignant-chercheur, je mène aussi parallèlement des études avec nos étudiants, un master sur le terrain, observation participante, empirie, études. On relève à l'observatoire 3 thèmes. Il a fallu insister sur une étude qui nous a tenu à cœur sur le rôle et la place des papas. Donc là, on est sur le passé, c'est 2018, cette étude sur le rôle et la place des papas a permis de révéler
une dynamique avec les acteurs. À partir de l'étude, nous l'avons croisée avec les acteurs du champ du social, des collectivités, de la CAF et des acteurs lambda, pour justement mettre en action une politique d'action sur le rôle et la place des papas. Il y a eu des films, il y a eu des campagnes d'affichage, et aujourd'hui on soutient les associations qui œuvrent et qui mettent en place des groupes de parole spécial papa. On a des lieux d'accueil parents-enfants qui fonctionnent le samedi matin, où les papas se réunissent avec les enfants, par exemple. Mon collègue complétera ceci dans un instant. Une autre étude sur la monoparentalité, une des spécificités, bien évidemment, lorsqu'on étudie les structures de parenté dans l'outre-mer, à la Réunion spécifique, dans une évolution temporelle, la monoparentalité, elle est croissante également. On n'a pas les chiffres de la Martinique, on est à peu près à 1 sur 3, et non 1 sur 2, hein. Donc on se situe entre la métropole et les Antilles, à la Réunion, et c'est déjà des chiffres assez forts, 30-33%, avec des problématiques aussi de mères isolées et aussi de violences intrafamiliales ou conjugales. Donc il y a des problématiques fortes sur ce territoire. On essaye de contribuer à mieux connaître le territoire pour mieux l'adapter avec les politiques publiques. On a travaillé également sur la relation parent-enfant pendant la pandémie. Le sénateur, vous en avez dit 2 mots. Être présent sur le net, c'est aussi important. Voilà, créer aussi d'autres plateformes pour nourrir à la fois les acteurs de la parentalité et in fine bien sûr les parents. On a un site qui est vraiment très prolixe où on a à la fois les règlements, les lois, les politiques locales, les études sur les contextes locaux qui permettent à tout un chacun, et on a également cartographié, recensé tous les dispositifs de soutien à la parentalité. Mon collègue s'est mis à la tâche, il en dira 2 mots, donc c'est très facile aujourd'hui pour tout parent, tout acteur, de cibler dans son quartier des acteurs et des outils qui répondent à leurs besoins. Donc ça, c'est la proximité. Et dans le contexte de l'outre-mer, c'est très important d'être proche des populations, bien évidemment dans l'Hexagone, mais encore plus en outre-mer. Parfois, il y a des problématiques de distance géographique, on a des climats, on a des cyclones, ce n'est pas facile aussi de répondre. Donc la proximité, c'est un point important. Une page Facebook alimentée, un livrable, l'infoparentalité que nous livrons tous les 3 mois avec des thématiques où nous appuyons et valorisons les associations, nous développons un petit peu leurs actions, et puis nous présentons les synthèses des études. Et ça, c'est un accès libre, version papier, version numérique. Donc vous comprenez que l'Observatoire a une mission de recherche, de diffusion, mais aussi d'émulation de la pensée, de la réflexion avec les acteurs. On remplit vraiment ce niveau méso qui est souvent manquant. Nous appuyons aussi avec des outils de la recherche. Celui-ci, c'est Être parent de jeunes enfants, EPJE, issu de la recherche, de collègues de l'Hexagone, du Québec, qui ont travaillé à partir d'enquêtes sur des outils avec des vignettes pour que les parents puissent avancer et améliorer leurs compétences parentales, les compétences socio-cognitives. C'est ça qu'on a besoin. En Hexagone comme dans l'outre-mer, on n'est pas parent du jour au lendemain. On le voit dans nos études. Nous terminons une étude sur le principe de l'éducation familiale. C'est un peu mon champ, en anthropologie de l'éducation. Et on voit que bien souvent, les jeunes parents se réfèrent au modèle de leurs propres parents. Et pourtant, la société a évolué. Les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Donc ça, c'est très important. Au-delà de la Réunion, nous avons monté une association, et j'ai l'honneur de présider cette association, qui est l'Observatoire de la parentalité de l'océan Indien. Vous voyez sur cette carte donc une dimension régionale au-delà de la Réunion et Mayotte qui intègre Afrique du Sud, Mozambique, Tanzanie, Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles, donc les îles de la Commission de l'océan Indien et aussi l'Afrique australe. Nous avons une dynamique avec des porteurs de projets, des acteurs, des politiciens pour justement, en gros, faire un petit peu ce qu'on fait à l'Observatoire ici, mais dans une dimension régionale puisque nous sommes sur des territoires, des sociétés créoles avec des migrations d'hier ou d'aujourd'hui. Donc il faut tenir compte aussi des populations étrangères, vous l'avez annoncé. Cet observatoire de l'océan Indien crée des webinaires, on a des actions tous les mois sur des thèmes, sur le numérique, etc. Je terminerai mon propos en disant que l'observatoire, cette structure nouvelle depuis 5 ans à La Réunion, se positionne comme un facilitateur à tous les niveaux. Et donc, par rapport aux propositions maintenant, avant que mon collègue prenne la parole, les propositions et les analyses que je voudrais amener dans cet échange, d'une, c'est d'être aussi possible de construire des outils avec les problématiques locales. Ça, c'est très important. On a des outils, des logiciels, même issus de la recherche, qui viennent de l'Hexagone, qui viennent du Grand Occident, mais les territoires d'outre-mer, en tout cas à La Réunion, on ressent vraiment qu'il faut développer des moyens derrière, des outils avec les chercheurs, les penseurs, les acteurs, pour qu'il y ait une appropriation plus claire de
d'aller vers le renforcement de la compétence parentale, vers le réseau du soutien à la parentalité, qui n'est pas aussi évident, puisque le réseau a fleuri, et puis avec la CAF évidemment, le REAP, le CLAS, les lieux d'accueil par enfants, mais ce qui fonctionne, c'est lorsqu'on parle du soi, c'est-à-dire lorsque les parents sentent qu'on les prend en considération avec la culture. Donc des outils spécifiques nous semblent importants, aussi travailler en transversalité. Beaucoup de structures associatives sont relativement vides. Comment faire venir les parents qui travaillent ou qui ne travaillent pas, comment les sensibiliser? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur le lien entre parentalité et entreprise, et peut-être injecter aussi de la formation à l'éducation parentale dans les entreprises. Tout travailleur a droit à la formation, vous le savez, c'est un droit dans notre pays, et pourquoi pas ouvrir ce thème-là? Un travailleur heureux sera davantage un parent heureux en travaillant, en rentrant le soir, et vice-versa. Donc, prendre en globalité l'unité de l'être humain. Il est parent, père ou mère, il ou elle est travailleur, en demande d'emploi, en travaillant, voilà, l'éducation familiale par plusieurs entrées et pas systématiquement par ce qu'on fait déjà, parce que parfois les gens ne viennent pas ou les horaires ne sont pas adaptés. Je terminerai par insister aussi sur un développement des groupes de parole auprès du réseau actuel sur des thématiques précises. La communication non violente me semble pertinente. Pourquoi? Parce que le taux de violence est assez fort dans notre territoire. Violence conjugale, violence intrafamiliale, il y a toute une dynamique derrière les violences, évidemment, et l'État y contribue et redouble les budgets. Mais il est clair que l'éducation familiale se traduit aussi par savoir communiquer entre parents et enfants dans nos problématiques, la problématique des adolescents aujourd'hui, le numérique. Donc, injecter les formations à la communication non violente me paraît vraiment indispensable, et surtout des problématiques telles que les écrans, évidemment, en lien avec aussi la culture du pays, ce qui fait sens aux populations. Voilà, j'ai été un peu rapide. Je vais laisser la parole à mon collègue chargé de mission, Alexandre, si tu veux bien prendre la parole. Merci. Micro. Voilà. Merci, Alexandre. Oui, bonjour à tous. Alors, vu que le temps est parti, qui nous était parti est assez court, je vais essayer d'être rapide. Nous aurions aimé développer un peu plus les axes concernant le rôle et la place du père à La Réunion, ainsi que la situation particulière des familles monoparentales. On va dire 2 cibles qui nous sont chères depuis le lancement de l'Observatoire de la parentalité. Mais vu qu'on a passé de temps, je vais aller directement, on va dire, aux recommandations qui vont compléter et corroborer les propos déjà avancés par M. Malbert. Donc, pour commencer, de dire que la parentalité est un champ de recherche qui est irrigué par de nombreux domaines, santé, scolarité, etc. Et elle dessine avec l'ensemble de ces domaines un système interconnecté. Et cette démarche est par nécessité inclusive. Elle requiert la participation de tous les acteurs de notre société. Elle s'inscrit dans un processus, bien sûr, d'amélioration continue, que je baptiserai la résilience apprenante. C'est un projet sociétal qui prend ses fondements dans l'histoire de notre territoire. Donc, à l'échelle de l'individu, elle inclut le chemin de vie, la culture, le lieu d'appartenance, la filiation, tout ce qui constitue les racines de tout être vivant. Et il s'agit pour nous de garantir un terreau favorable à l'expression de cette richesse. Donc, un accompagnement sur cette histoire, l'identification des acteurs culturels, mais également cultuels, la diversité synonyme de richesse, la large diffusion d'outils, comme le citait M. Malbert, permettront de rendre visible et lisible cette démarche. Donc, c'est vraiment l'un des enjeux fondamentaux d'une réussite durable. Je parlais de notre histoire, un outil intergénérationnel qui a déjà fait ses preuves sur notre territoire, enfin, à petite échelle, bien sûr, mais qui serait bien d'étendre à grande échelle. Il s'agit de la généalogie, pardon, excusez-moi pour le bafouillement, mais c'est vraiment un outil qui permet de se réconcilier, de connaître et de se servir, et qui sert de rebond, justement, un terreau qui participe à la résilience des populations. À La Réunion, l'association Isopolis s'inscrit dans cette logique intégrative. La mission est de faire le lien entre les différentes expertises et forces vives du territoire en donnant un cadre et des moyens pour construire, co-construire et, in fine, assurer la concrétisation des projets communs.
Donc, elle s'appuie sur ces projets qui visent en fait au bonheur comme pilier de la transformation de la société réunionnaise et la résilience comme un moyen d'y parvenir. Elle s'appuie sur 4 piliers. La résilience individuelle, on en a parlé rapidement à l'instant, la résilience organisationnelle, la résilience culturelle et la résilience du territoire. Donc, comment dire, pour qu'une action soit adaptée et efficace, il est selon moi primordial de connaître son public, que ce public connaisse son histoire, d'intégrer ce public dans la réflexion et la réalisation des actions, ainsi que leur amélioration continue, et de construire une culture commune dans un principe de transculturalité. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai respecté le temps. Merci à vous deux pour cette présentation à 2 voix. Je vais maintenant passer la parole à Béatrice Bayot, qui, je le rappelle, est directrice générale de la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs. À vous, madame. Bonjour et merci de nous donner l'occasion de vous présenter un petit peu les actions que nous menons en Outre-mer. Alors, quelques mots sur la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs. En fait, les écoles des parents et des éducateurs, c'est le premier réseau associatif sur le champ du soutien à la parentalité. La première école des parents est née en 1929 et la fédération a été structurée progressivement et est née en 1970. Ça remonte à une époque quand même où la parentalité était un tout petit peu moins en vogue qu'aujourd'hui, un sujet de moins d'actualité. Aujourd'hui, le réseau compte 39 associations membres qui sont à dimension locale, départementale ou interdépartementale. Il y en a 2 en Outre-mer, une en Martinique et une à La Réunion. Les actions qui sont menées par les EPE, donc EPE, c'est École des parents et des éducateurs, sont pour partie à destination des parents et pour partie à destination des éducateurs. À destination des parents, il va y avoir des actions collectives comme des groupes de parole. On est à l'origine, par exemple, des cafés des parents qu'on retrouve à plusieurs endroits. Des actions individuelles pour notamment des soutiens psychologiques individuels. Et parfois des actions aussi sur rendez-vous prescription comme la médiation familiale, les espaces rencontres, etc. Et à destination des éducateurs, on va s'appuyer sur de la formation. On a plusieurs des associations qui sont aussi organismes de formation, des analyses de pratiques, des conférences, etc. On s'appuie sur vraiment le tronc commun des EPE qui, par ailleurs, peuvent avoir des initiatives assez variées, même en dehors de celles que je viens de présenter rapidement. C'est l'accueil inconditionnel et universel, le respect de la laïcité, de la liberté et de la singularité de chacun, et la reconnaissance des compétences et des potentialités de chacun. C'est important parce que vraiment, le mot école des parents peut prêter à mauvaise interprétation. On n'est pas là pour faire école aux parents, on est là pour que les parents fassent école entre eux. Donc on s'appuie vraiment sur les compétences des parents pour qu'ils puissent échanger et trouver en eux-mêmes leur propre solution. On est sur cette démarche, vous savez, de coéducation dans la prévention. Alors maintenant, quelques exemples d'initiatives. Je ne vais pas vous présenter tout ce que font les 2 EPE en Outre-mer, mais quelques initiatives qui me semblent intéressantes. En Martinique a été monté un groupe de parole qui s'appelle « Couple un jour, parents toujours » pour favoriser, au-delà de la séparation, la coparentalité. Quand on sait, enfin voilà, vous l'avez rappelé, hein, l'importance de la monoparentalité, c'est un peu un challenge d'essayer de laisser le couple parental auprès de l'enfant. Donc c'est un groupe qui se réunit 5 à 10 fois par trimestre. Ça compte une dizaine de participants. Voilà, c'est vraiment cet objectif-là. À La Réunion, sur la question, par exemple, de la monoparentalité, il n'y a pas de groupe dédié. En revanche, il y a une prépondérance dans les groupes de parole.
qui s'étale en général sur 1 an, qui compte une douzaine de personnes. Et les thèmes abordés, on retrouve exactement ce que l'Observatoire mentionnait tout à l'heure, autour du rôle du père, mais aussi l'accompagnement à la scolarité et à l'utilisation des écrans. C'est particulièrement compliqué quand on est en situation d'illettrisme et d'électronisme. Comment accompagner son enfant alors que soi-même, on n'a pas ces compétences-là? Quelle est la légitimité du parent pour le faire? C'est difficile. Voilà. Et aussi les angoisses des parents face à l'incompréhension avec l'école, les mauvaises fréquentations, l'insécurité. Voilà, c'est des thèmes qui sont fréquemment abordés dans le cadre des groupes de parole à La Réunion. Il y a également les accompagnements individuels à la Martinique et à La Réunion. C'est particulièrement important. Alors, ça a toujours été important. Néanmoins, comme ailleurs, le Covid a renforcé les besoins d'accompagnement individuel. Ce d'autant, je reprends des portes que vous avez largement ouvertes, mais face à cette forte précarité, l'accompagnement individuel payant et difficile d'accès. L'avantage, c'est que là, il s'agit d'un accompagnement gratuit, donc il y a souvent beaucoup de demandes. Il y a un accompagnement qui peut être téléphonique ou présentiel, mais qui est aujourd'hui insuffisant pour répondre à la demande, surtout que, pour prendre l'exemple de La Réunion, ils sont installés notamment dans les quartiers de Saint-Denis, face à une population qui est en forte demande et ils ne peuvent pas répondre à l'ensemble de la demande. On parlait d'adaptation tout à l'heure, parfois de dispositifs existants en métropole, et on a parfois envie que ça puisse s'extrapoler sur La Réunion. Alors nous, au niveau de la fédération, on a monté pendant la crise sanitaire un numéro Allo parents en crise. Et en fait, c'est posé la question de l'accessibilité de ce service à La Réunion et à la Martinique. Et assez vite, en fait, on s'est aperçu que c'était pas possible parce que, alors pour plusieurs raisons, c'est de l'accueil téléphonique, du soutien, un premier soutien psychologique aux parents face soit à une question, soit à quelque chose d'un peu plus profond. Il y a, en dehors du décalage horaire, la problématique de la langue, mais aussi en fait des appels qui s'avèrent plus entremêlés à La Réunion et à la Martinique, c'est-à-dire que en fait les parents ils vont appeler, mais ils vont pas avoir qu'un problème de parentalité, ils vont avoir un problème social, un problème administratif, et en fait il faut vraiment une structure qui soit implantée pour être en mesure de répondre. Donc aujourd'hui, voilà, on essaye de travailler avec eux les échanges de pratiques pour s'enrichir, mais on ne peut pas extrapoler le service qu'on a monté en métropole sur ces territoires-là. Un dernier exemple, alors plutôt dans le futur, parce qu'on ne l'a pas encore mis en place, on a travaillé avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et en partenariat avec la Fondation Bellon et le Fonds d'expérimentation jeunesse, un programme qui a été baptisé Familir et qui s'inscrit dans les actions éducatives familiales, c'est-à-dire faire du soutien à la parentalité un levier contre l'illettrisme. En gros, il s'agit d'un programme d'1 an pour des jeunes mères de moins de 26 ans qui va proposer alternativement des ateliers autour des savoirs de base et des temps d'échange autour des questions parentales et aussi des ateliers un peu plus culturels, etc. Ça s'inscrira sur 1 an, sur une cadence un peu significative. Donc, il va y avoir le challenge de la fidélisation des participants. C'est un programme qui va se déployer au-delà des 2 EPE, puisque ça va être également porté par 3 autres opérateurs sur les 3 autres territoires de Guyane, Guadeloupe et Mayotte.
Voilà, donc je ne peux pas vous donner de bilan, je n'en sais rien puisque ça va commencer en septembre, mais c'est vraiment pour, voilà, face à l'importance de l'illettrisme et de l'électronisme en Outre-mer en général, essayer d'y répondre à la fois avec un programme commun et adapté à chaque réalité. Alors, en termes un petit peu d'enjeux qui m'apparaissent importantes, et je vais reprendre certaines idées qui ont été exprimées. Je pense important de renforcer l'offre d'accompagnement en individuel pour répondre aux problématiques des parents, notamment les parents en précarité, et avant la dégradation, notamment des questions sociales et sociétales, et aussi de santé mentale. Aujourd'hui, il y a des gens, des personnes qui viennent nous solliciter, qui relèvent plus du sanitaire que de la prévention. Donc aujourd'hui, renforcer pour éviter le glissement et favoriser la bonne orientation du parent qui vient nous voir pour, voilà, s'il relève d'un accompagnement sanitaire, il faut mieux l'envoyer vers les structures ad hoc. La question de l'accessibilité de l'offre de soutien à la parentalité, vous en avez parlé, c'est extrêmement important en Outre-mer, encore plus. Le aller vers, qui repose notamment sur une implication plus grande des communes, le développement de solutions de transport. Je ne dis pas les moyens de transport communs, ce n'est pas les transports communs forcément, mais en tout cas, comment on permet aux parents qui sont éloignés, on voyait la carte de la Réunion tout à l'heure, mais quand vous êtes dans le cœur du cirque de Mafate, vous faites comment pour aller à Saint-Denis? Voilà, donc il y a le téléphone, mais en dehors de ça, parfois on a besoin de voir les gens. Et je reprends ce qui a été dit via les entreprises. Et dans entreprises, en fait, je parle des lieux de travail en général, y compris dans l'administration, parce qu'il y a quand même beaucoup de salariés dans l'administration en Outre-mer. Comment on propose une offre dans les entreprises de soutien à la parentalité pour que ça soit accessible? Ce sont des pistes. Développer des programmes dédiés, un petit peu comme je vous ai présenté le projet Familir, pour dire, voilà, il y a l'universalité de l'accueil, c'est important qu'il y ait de la mixité sociale dans l'approche du soutien à la parentalité, mais parfois, il est important que des programmes soient dédiés à des parents qui sont dans des situations proches. Je pense notamment aux parents allophones, aux parents migrants, parfois aux parents en situation de handicap ou dont les enfants sont en situation de handicap. Voilà, pour vraiment créer un espace dédié, et les problématiques étant différentes d'un territoire à l'autre, ça permet d'adapter. On parlait, voilà, de développer les partenariats. Je pense il y a les comités départementaux des schémas des services aux familles, qui se développent et portés par les préfectures, les CAF et les départements. C'est extrêmement important que les associations de soutien à la parentalité puissent y participer activement. Je vais enfoncer en conclusion des portes ouvertes, mais la question du financement est quelque chose d'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, le soutien à la parentalité, en Outre-mer particulièrement, c'est un jeu de puzzle, c'est-à-dire que on passe un temps très conséquent quand je dis on, c'est mes collègues, c'est pas, à remplir des dossiers, à aller chercher 10 000 € à droite et 5 000 € à gauche. Vous le savez très bien, mais en fait, ça a deux conséquences. C'est qu'on perd beaucoup de temps. Du temps qui n'est pas dédié aux familles, on le perd à autre chose, et surtout ça fait des pertes de sens et des gens qui finissent par changer de milieu parce que en fait ils sont pas venus pour faire de l'administratif, ils sont venus pour faire du soutien aux familles. Donc voilà, c'est quelque chose, les montants, c'est trop dispersé, et surtout c'est
insuffisant. Et vous savez, comme moi, que dans le secteur social en général, hein, et particulièrement dans le soutien aux familles, la problématique de l'emploi est énorme. Il y a une insuffisance de professionnels. Aujourd'hui, on n'arrive pas à les mobiliser. Ce ne sont pas que pour des questions financières, mais la question financière reste importante. Je me permets juste d'illustrer par un point. Le Ségur, il a prévu une augmentation du salaire des psychologues dans certains domaines. Par exemple, le soutien à la parentalité n'en fait pas partie. Donc, les acteurs du soutien à la parentalité ne bénéficient pas de cette revalorisation. Ça a pour conséquence qu'il y a plusieurs psychologues qui vont aller là où il y a eu l'effet du Ségur. Donc, c'était juste une illustration. Mais voilà, si on veut vraiment être actif, accessible à tout niveau, financier pour les familles les plus éloignées, etc., cette question du financement, elle est centrale pour que les services proposés soient de qualité. Associatif et qualité, ça marche ensemble, mais il faut leur donner les moyens. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame, pour ces précisions. Et donc, immédiatement, la parole à Patricia Augustin, qui est donc secrétaire générale de la Fédération syndicale des familles monoparentales. À vous, Madame. Oui, bonjour tout le monde. La Fédération syndicale des familles monoparentales a été créée en 1967. Elle s'appelait à l'époque Fédération des femmes chefs de famille, parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas reconnues comme chefs de famille. Et à l'époque, tout était à conquérir. Et aujourd'hui, en 1975, la fédération s'est transformée en Fédération syndicale des familles monoparentales pour répondre aux réalités existantes, c'est-à-dire pour accueillir notamment les hommes également. Et puis, surtout qu'à l'époque, les familles monoparentales étaient particulièrement des veuves. Et au fur et à mesure, cela a été beaucoup plus les ruptures de mariage et aujourd'hui beaucoup plus des ruptures de concubinage. La fédération est implantée en Guadeloupe et en Guyane, bien que l'association est plutôt en sommeil en Guyane. Il y a un projet de création à Mayotte, mais je préciserai que la fédération est une composante de la Confédération syndicale des familles, qui est un mouvement beaucoup plus généraliste, et que là où la fédération n'est pas implantée, nous assistons les familles à travers les antennes de la CSF, qui regroupe près de 350 associations sur tout le territoire. Donc, par le biais des antennes de la CSF, nous répondons aux préoccupations des familles. Alors, la fédération, on partage beaucoup des préoccupations avec la voisine, forcément. Et en tant que famille, nous, notre public est spécifiquement des familles monoparentales. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que le gros souci de ces familles, c'est le problème économique. Et elles combinent toutes sortes de difficultés, l'accès au logement, l'accès aux structures d'accueil, les problèmes économiques, bien sûr, et puis, comme il a été souligné à plusieurs reprises, le problème d'accès à l'emploi, qui est beaucoup plus difficile pour cette population parce qu'il y a la problématique de la formation, des formations qualifiantes. Donc c'est un public peu qualifié,
du fait notamment, mais pas que, des grossesses précoces, donc des jeunes qui quittent l'école précocement, donc n'ont pas les formations qualifiantes leur permettant d'avoir accès à des emplois leur permettant d'avoir des salaires décents. Donc ce sont ces mêmes familles, particulièrement les mères, ces mêmes familles qu'on retrouve dans des horaires atypiques, parce qu'elles n'ont pas trop le choix. Donc dans des voilà, avec des horaires, on les retrouve caissières dans des supermarchés, notamment, ou à combiner plusieurs petits emplois. Donc ces familles sont confrontées à la conciliation des temps de vie. Concilier le temps professionnel, le temps familial, le temps social. Donc la fonction parentale devient plus compliquée pour ces familles. Donc effectivement, quand elles-mêmes, elles n'ont pas de formation, il est difficile d'aider leurs propres enfants, et elles n'ont pas forcément les moyens de s'octroyer l'aide, enfin en tout cas de payer l'aide d'une tierce personne pour accompagner leurs propres enfants. Donc voilà, les problématiques des parents se retrouvent sur les problématiques. Les enfants ont à peu près les mêmes problématiques d'enseignement que les parents souvent. Quoique les parents surinvestissent auprès de leurs enfants. Leur leitmotiv, c'est que leurs enfants réussissent à l'école. Et malheureusement, après, c'est un problème de moyens. Alors, on a parlé tout à l'heure des pères. Alors, évidemment qu'il y a des pères qui sont familles monoparentales, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins que les mères. Et les pères se recomposent beaucoup plus vite que les mères. Donc, ils ne font que traverser les associations. Ils ne restent pas très longtemps. Et puis, les problématiques ne sont pas les mêmes parce qu'on n'a pas parlé d'égalité, mais en termes financiers, lorsqu'un père est à la charge de ses enfants, il n'a pas les mêmes problèmes. Je ne veux pas dire qu'il n'en a pas du tout, mais les problèmes financiers sont moindres parce qu'au niveau des salaires, un homme va toucher, le salaire est beaucoup plus important chez un homme que chez une femme. Il y a déjà cette inégalité salariale qui conduit à ce que une famille monoparentale dont le chef de famille est un père n'aura pas les mêmes difficultés financières qu'une famille monoparentale dont c'est une femme qui est à la tête. Par rapport à nos actions sur le terrain, il y a le problème de répit. On a pu observer effectivement qu'au moment de la pandémie, la surcharge mentale a été, en tout cas en Guadeloupe, puisque c'est là où nous sommes le mieux implantés. Et étant guadeloupéenne moi-même, c'est un département, et étant à l'initiative du développement des différentes associations dans les départements d'outre-mer, parce que étant salariée de la CSF, j'étais en charge du déploiement des associations dans les DOM. Et excusez-moi, mais je suis en train de perdre ma voix, vous avez dû vous en rendre compte. Mon bénévolat m'a conduit à m'impliquer un peu plus au sein des familles monoparentales. Ce que je voulais dire par rapport à la Guadeloupe,
J'ai perdu un peu mon fil. C'était le répit. Le répit, voilà. On a observé effectivement qu'il... Merci. Qu'effectivement, cette surcharge a conduit à beaucoup de problèmes psychologiques. Et c'est une particularité qui n'est pas vraiment prise en compte dans les DOM. Et en tout cas, aller voir un psy, ça a une connotation plutôt négative. Donc les personnes ne prennent pas en charge ces problèmes psychologiques du fait de cette connotation négative. Donc nous, on met en place ce qu'on appelle des universités d'été, oui, des universités de famille plutôt. C'est ici en France qu'on parle d'université d'été, dont le concept permet aux familles qui peuvent être accompagnées de leurs enfants d'être dans un centre de vacances en immersion pendant une semaine où la journée est décomposée en un temps d'apprentissage, de formation sur une thématique particulière et l'après-midi est consacré à des vacances, des loisirs avec les enfants ou sans les enfants parce que les enfants sont pris en charge soit par le centre lui-même ou soit par des animateurs qui sont employés à cet effet. Cela permet aux familles soit de partager un temps particulier avec leurs enfants, un temps privilégié de vacances, ou alors d'être complètement séparés des enfants et de profiter de ce temps de répit parce qu'ils sont en pension complète, donc ne pas avoir le souci des repas, enfin les soucis du quotidien qu'ils ont généralement, et de changer d'environnement, parce que souvent ces familles sont logées dans des conditions pas toujours favorables, donc leur permettre d'être détendus, de partager aussi avec des pairs, parce que ce sont des intervenants qualifiés sur des thématiques, par exemple on a eu la naturopathie, l'art d'être parent, voilà, des problématiques qui les touchent particulièrement. Voilà, ces actions de répit répondent à une demande très prononcée de la part des familles. On fait aussi de la médiation familiale, des groupes de parole. Et puis, en Guadeloupe, il a été mis en place depuis l'année dernière un programme de formation pour les familles, pas que les familles monoparentales, mais un programme de formation pour les familles en général. Nos permanences aident aussi à l'accès aux informations juridiques et administratives, parce qu'il y a effectivement les prestations fournies par les CAF, mais il y a un gros problème de méconnaissance de ce qui existe. Et parce que j'ai dû, par exemple, participer à une conférence sur les violences intrafamiliales le mois dernier avec Saint-Martin. Et je me suis rendu compte, à travers les questions qui me sont posées, que les familles ne connaissaient même pas l'existence de la réforme des pensions alimentaires et du nouveau dispositif qui est mis en place. Pourtant, on a, ne serait-ce qu'à travers la presse,
on en a suffisamment parlé, mais bon, voilà, j'ai dû expliquer ce nouveau dispositif qui a été mis en place pour que les familles puissent faire leur demande pour percevoir la pension alimentaire lorsqu'elle n'est pas versée. Donc il y a le problème d'accès aux droits et le problème d'accès au CAF. Parce qu'au-delà de la... au-delà de... Alors, je trouve pas le mot, mais... en tout cas, la rupture concernant l'accès à l'informatique, notamment. Effectivement, tout le monde a un téléphone, mais on ne peut pas forcément télécharger et imprimer les imprimés qu'il faut remplir pour faire les demandes. Donc maintenant que tout se passe via le net, il y a cette rupture des familles qui ne peuvent pas aller au CAF, prendre les imprimés pour les remplir, pour faire leur demande de prestation ou leur demande de prestation en général. Donc, souvent, elles laissent tomber parce que ça devient tellement difficile, d'où un fort taux d'inaccessibilité aux droits de ces familles. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une personne dédiée, attachée aux associations représentatives des familles sur les territoires, une personne, un contact au sein des CAF, qui puisse faire le relais avec les associations lorsqu'il y a des problématiques importantes avec les familles. Nous, on a eu un exemple dramatique d'une famille qui est restée 4 mois sans percevoir ses droits, et parce qu'il y avait un retard très très important à la CAF, et qui pendant 4 mois n'a pas eu de salaire, même s'il y a eu pendant quelque temps le soutien familial. Mais il faut savoir que quelquefois ces familles, ces mères, sont soutien de leurs propres parents, en plus d'être chefs de famille. Ils ont la charge de leur propre famille. Donc rester 4 mois sans revenus, ça a été dramatique, et ça a conduit à des impayés de loyer. Et vous savez, quand on a le premier retard de loyer, il est difficilement rattrapable quand vous avez de tout petits revenus. Alors je crois que j'ai peut-être dépassé mon temps, mais je pense que vous allez me poser des questions maintenant. Enfin, nous poser des questions. Merci, mesdames et messieurs, pour vos présentations respectives qui alimentent forcément la connaissance que nous commençons à avoir sur la problématique de la parentalité dans les territoires outre-mer. Donc, on va prendre les questions, bien entendu, et ça va vous permettre de retrouver votre voix, mais vous l'aviez un petit peu retrouvé avec l'eau qu'on vous a donnée. Donc, je vais d'abord, avant tout, si le président outre-mer est d'accord, passer la parole à nos rapporteurs qui sont ici en séance, et je vais laisser Victoire Jasmin, ensuite Elsa Chac, vous interroger, mesdames et messieurs. Et peut-être que Monsieur O'Haraud, qui n'a pas pu, qui a été frustré dans sa présentation, pourra compléter son propos également sur le rôle du père et famille monoparentale. Merci. Victoire Jasmin, rapporteur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Et je remercie les différents intervenants pour leur exposé.
C'est très intéressant. J'ai beaucoup apprécié les différentes interventions, mais le modèle de l'Observatoire de la parentalité de La Réunion, je trouve que c'est très bien et je félicite les deux hommes parce qu'en fait, on parle de père, on parle d'éducation et on parle de parentalité, de construction de famille. Et avoir deux hommes pour faire la présentation, c'est déjà quand même un bon signe, je dirais. J'ai beaucoup appris également parce que vous faites un travail formidable et un travail de recherche qui permettra d'adapter justement les outils que vous proposez sur votre territoire pour les personnes du territoire. Et là, je crois que c'est très important d'adapter ces outils-là dans la mesure où très souvent, on a des modèles qui ne sont pas forcément les modèles de nos territoires et qui ne sont pas forcément lisibles. Et là, Madame Bayou le disait, je crois que c'est très, très important votre démarche. Donc, je ne peux que féliciter et encourager avec ces outils. Peut-être que vous réussirez davantage. Donc, c'est bien d'avoir des espaces de parole également pour rapprocher les gens. Donc, il y a des personnes qui se rencontrent, il y a des échanges de bons procédés. Et aussi, je crois vraiment que c'est un travail de proximité. Maintenant qu'on parle de tiers-lieux, il y a un travail de proximité. Et là, les personnes, quand elles se connaissent, c'est vrai que d'un côté, il y a une certaine pudeur. Donc, les gens ne se dévoilent pas forcément. Mais quand ils ont des personnes ressources qui leur apportent quelque part une plus-value par rapport à leur situation particulière, eh bien, les personnes se retrouvent. Donc, il y a des modèles. Et pour le moment, je n'ai pas de questions réelles à mesure où vos deux interventions étaient assez complémentaires et vous avez décrit ce que vous faites à La Réunion. Donc, s'agissant des intervenantes qui sont en présentiel, Mme Bayot et Mme Augustin, donc là, c'est aussi des expériences qui sont différentes par rapport à ce qui se fait à La Réunion, d'après ce que j'ai compris, mais qui sont aussi de proximité. En fait, ce sont des procédures qui sont assez complémentaires. Concernant la situation que vous avez décrite, Madame Augustin, c'est vrai, j'ai eu l'occasion d'interpeller la Première ministre, mais aussi la défenseur des droits. Et c'est une coïncidence, mais j'ai rendez-vous cet après-midi parce qu'on a un net recul de l'accès aux droits, parce qu'avant la pandémie, c'était déjà compliqué. Et pendant la pandémie, c'est vrai qu'il fallait plus qu'il y ait, pendant une période, des accueils téléphoniques, des accueils physiques. Et les accueils téléphoniques sont devenus compliqués, parce que dans ces services-là, que ce soit les CCAS, la CAF, au niveau des départements, au niveau de la sécurité sociale, eh bien, il y avait du télétravail. Et moi, je crois que nous devons travailler collectivement pour que la situation revienne. La situation d'accueil physique également. Même aux impôts, il y a des personnes qui ont de gros problèmes de rupture de droits, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'accueil physique pour certaines personnes qui avaient besoin vraiment de ce contact-là pour comprendre, ne serait-ce que pour comprendre. Et l'autre conséquence, c'est aussi la question des données personnelles, parce que les personnes ont des recours. Alors quand ce sont des associations comme les vôtres qui sont connues, qui ont, je dirais, des règles de fonctionnement, mais quand les personnes ont recours à d'autres personnes, des personnes tierces qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément habilitées, qui ne sont pas forcément connues par les services, que ce sont les services des différentes institutions, mais ce sont des personnes qui sont dépendantes d'autres personnes, qui font à leur place des documents, les demandes, et vous l'avez très bien illustré, et ce sont des personnes qui détiennent toutes les données personnelles de ces personnes. Et assez souvent, on demande une adresse mail à des personnes qui n'ont jamais eu Internet. Donc, ce sont d'autres personnes qui sont... En fait, ils délèguent tout. Et les personnes sont vraiment tributaires d'autres personnes qui ne sont ni un proche, ni un enfant, quelquefois, mais ce sont des personnes lambda. Donc, ce sont des vrais sujets. Et la question cette question-là pénalise considérablement des personnes, parce que des personnes qui ont des situations modestes, qui ont toujours quand même, malgré leurs difficultés, payé leur loyer,
quelquefois, sont en difficulté tout simplement parce qu'elles n'ont pas accès à certaines personnes, ressources qui devraient en principe leur donner dans les services publics ces situations et des réponses surtout. Donc, vous l'aviez illustré et c'est un sujet. Pour la Confédération des familles qui est représentée un peu partout sur les territoires, donc avec les différents services publics, là, je crois que quand même, il y a des raccourcis que vous pouvez avoir. Mais je connais moins et votre association, comme elle n'est pas en Guadeloupe. Je voudrais savoir justement qu'est-ce que vous avez comme réponse à apporter, par exemple, aux personnes qui vous écouteront en Guadeloupe. Est-ce que vous avez tenté? Est-ce qu'il y a des associations que vous connaissez qui font les mêmes démarches que vous, en fait, parce que vous vous êtes implanté à Martinique et à La Réunion, mais est-ce qu'en Guadeloupe, vous connaissez des associations qui font à peu près, à part, bon, là, on a la Fédération des familles monoparentales, mais d'autres associations qui pourraient être sur les mêmes champs que vous. Et la toute dernière chose, c'est que vous avez évoqué les problématiques, et là, ça a été fait aussi par l'Observatoire, les problématiques des plateformes. Donc là, il y a des plateformes que vous proposez, mais avec un accompagnement. Donc, je crois que là, ça peut rapprocher les gens, effectivement, de ces dispositifs. Mais quand il existe des plateformes nationales qui demandent aux familles de faire un certain nombre de choses, et les familles qui sont complètement démunies, là, ça pose un problème. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer également comme solution? Donc, je vais m'arrêter là pour le moment et essayer aussi à ma collègue de poser des questions. Merci. Alors, merci, chers collègues rapporteurs. Je vais peut-être vous laisser répondre à ça et ensuite, a priori, messieurs, vous n'aviez pas de questions, vos interventions n'inspiraient pas de questions à notre collègue Victoire Jasmin, donc je laisse mesdames répondre, mais si vous souhaitez apporter des précisions, malgré tout, on vous donnera la parole, bien entendu. Mesdames, vous vous organisez comme vous le souhaitez pour répondre à madame la rapporteure. Madame Baillot. Alors, effectivement, sur la Guadeloupe, on n'est pas présent. Enfin, sur les trois autres territoires, il y a toujours la difficulté des fédérations qui sont métropolitaines. C'est une problématique qu'on rencontre en fait assez largement dans le monde associatif, malheureusement. Alors, on a quelques contacts en Guadeloupe pour l'instant pour voir. Il y a alors, il faudrait que je me souvienne du nom de l'association avec laquelle on est en échange. Je crois que c'est l'Étoile Moharnaise, si je ne dis pas de bêtises, mais je déforme peut-être le nom, qui fait un peu d'action de soutien à la parentalité. Et après, il peut y avoir d'autres acteurs qui font aussi du soutien à la parentalité, je dirais, parmi d'autres actions, c'est-à-dire on a les centres sociaux notamment qui ont souvent un référent sur ces questions-là. Et il y a les MDA, les maisons des ados qui parfois, mais bon, comme leur nom l'indique, c'est plutôt pour les parents d'ados, dans ces cas-là, voilà, qui peuvent proposer aussi des services de soutien. Nous, notre objectif, très clairement, on souhaite ouvrir une école des parents en Guadeloupe dans les 3 ans. On se donne un peu de temps parce que ça prend un peu de temps à monter, mais justement pour que petit à petit on couvre progressivement les territoires ultramarins. Non, il n'y avait pas de questions. On va poursuivre. Merci. On va peut-être couper le micro. Je ne sais pas s'ils entendent bien. Voilà. Donc, monsieur, peut-être Malbert voulait compléter. Je vous voyais bouger un petit peu, ou monsieur Ouaro. Ouais, merci beaucoup, madame. Écoutez, moi, je pense qu'il faut prendre en compte la cellule familiale dans tout son exercice. C'est-à-dire, bon, les anthropologues le disent, moi je suis anthropologue de la parenté, la famille, la parenté, les liens de parenté sont au cœur de la société. Lévi-Strauss le disait, Godelier a contredit en parlant du religieux ou du politique, mais quand même les liens sociaux, surtout dans les contextes d'outre-mer où la précarité sociale
le taux de chômage est fort, il est important de comprendre que pour les individus, monsieur, madame, être parent, c'est déjà un statut valorisant, vous comprenez? Donc, il faut tirer la valorisation de l'individu, la reconnaissance de l'individu dans la famille. Donc, il faut allouer, bien sûr, des dispositifs, des sommes, dans la recherche, dans l'action sociale. Mais j'oserais dire que, si je peux me permettre, le renforcement des compétences parentales, il faut l'avoir d'une manière globale. Alors, systémique, je pense surtout à l'éducation nationale. En quoi on ne pourrait pas influer au niveau des programmes de scolarité des collégiens, des lycéens, des cours sur l'éducation familiale? Comment accompagner un enfant? On s'aperçoit, nous, dans nos terrains, à quel moment vous avez eu des conseils, un modèle, par son propre modèle de parents, et parfois, ben voilà, on a grandi dans une monoparentalité qui se répète sur plusieurs générations, lignée matrilinéaire, et donc le modèle est celui-ci, donc on a tendance à le répéter, les anthropologues le savent, on est dans la répétition, même si l'évolution est forte et que les entrées sont multiples aujourd'hui avec la mondialisation. Mais encore. Donc, quelque part, la parentalité pourrait être instruite aussi dans des formations dès le collège, dès le lycée. Dans des programmes peut-être d'éducation civique, il faut voir où on pourrait le placer, c'est une entrée. Surtout sur des populations également où la précarité de l'emploi fait que quelque part, créer une famille, c'est créer une unité sociale, économique, et lorsque petit stage, petit emploi précaire, ou non-emploi, eh bien, il est clair que parfois, certains individus vont user de stratégies pour faire famille, fonder famille. Et ces stratégies, on le voit par rapport aux aides sociales en général, de la CAF, de l'État, qui parfois sont, comment dirais-je, utilisées pour, oui, subvenir aux besoins du quotidien, besoins physiologiques, d'éducation, bien sûr, mais parfois, il y a un décalage entre l'affirmation de la cellule familiale, c'est-à-dire on va s'affirmer en tant que famille monoparentale, parce que évidemment il y a des aides par rapport aux parents isolés, et on est tous très fiers que la France perpétue ce système-là de l'après-guerre, mais quelque part, il y a un décalage avec la réalité réelle, parce qu'elle est affichée monoparentale, alors que le couple est ensemble, mais quelque part, on disqualifie la place du père. Et ça, il faut le dire, puisqu'on a une forte monoparentalité dans l'outre-mer et une attractivité parfois dès la première grossesse. C'est quelque part, le père est délégitimisé, puisque dans cette stratégie de survie, de revenus, de transfert, eh bien, le nom du père n'apparaît pas au niveau du nom de l'enfant. Le nom du père n'apparaît pas sur les papiers administratifs, sur la boîte aux lettres, etc. Le père est devenu invisible, même s'il est là et qu'il contribue au foyer. Et on constate que lorsque le couple peut battre de l'aile, la conjugalité, le père va se retirer et on aura réellement une famille monoparentale. Ça ne changera rien à la structure, ça ne changera rien à l'économie de la famille, les enfants sont là dans un foyer au nom de la mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il est très important de comprendre le contexte social, sociétal, pour adapter et prévoir. Donc là, je vous donne un fait, et il faut le dire, sans langue de bois, c'est important de le dire que ce sont des stratégies de survie et d'affichage. Donc quelque part, on a une monoparentalité qui explose, les chiffres nous le disent, de la CAF, de l'INSEE, etc. Est-ce qu'on a vraiment ces chiffres-là dans le réel? C'est une question. Voilà, c'est pour alimenter notre réflexion. Merci, Monsieur Malbert. Je crois que Monsieur O'Haraud souhaitait également parler. À vous, Monsieur O'Haraud. Je vais passer la parole. Alors, je vais me exprimer sur 2 points. Alors, on parlait de particularité, de singularité, de diversité, signe de richesse, bien sûr. Mais à travers ces particularités se dessine un faisceau commun qui transcende nos territoires et nos particularismes. Et ce faisceau dessine en quelque sorte un socle commun de compétences parentales. C'est celui-ci qu'il s'agit de matérialiser, de rendre lisible et visible pour pouvoir avoir un outil, un référentiel et construire en quelque sorte ce programme de formation qui a été évoqué par plusieurs d'entre nous. Aussi, autre chose qui a été évoquée, c'était l'accessibilité justement aux services et aux droits. Il y a la possibilité de créer un guichet unique, comme l'évoquait à sa manière notre interlocutrice tout à l'heure. Donc, un guichet unique qui permettrait justement de centraliser les demandes diverses, parce que souvent, voilà, il y a cet effet, on va dire, boule de neige, où une difficulté en amène une autre. Donc, pouvoir avoir cette possibilité
d'orienter la personne en prenant une seule et même fois toutes, je dirais, ces doléances. Voilà pour le guichet unique. Et puis, il y a aussi l'accessibilité. On disait tout à l'heure, les personnes ne viennent plus. Beaucoup de services sont dématérialisés. À La Réunion, il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été menées, et notamment l'itinérance, c'est-à-dire avoir un bus qui propose des services. La CAF vient en fait dans votre quartier, où la CAF est votre service. Hein, voilà. C'est le principe un peu du bibliobus, etc., etc. Donc peut-être essayer de propager cette pratique-là et de s'en servir comme support pour justement toucher les populations les plus distantes et les plus fragiles, notamment les publics invisibles. Voilà pour cela. Pour les familles monoparentales, ça a été évoqué pas mal de fois, et malgré un arsenal de prestations bien fournies, nombreux parents solo ont du mal à faire face aux dépenses incompressibles, notamment celles du logement, comme ça a été dit tout à l'heure. Il y a aussi une grosse pression administrative relative à l'actualisation de la situation qui génère du stress, la peur d'oublier quelque chose, la peur de se tromper, l'obligation de rembourser, voilà, qui s'ajoute à une charge mentale déjà bien élevée. On parlait tout à l'heure des horaires décalés, et en face de cela, le manque de solutions de garde adaptées, qui peut être vraiment problématique pour ces familles monoparentales. Un exercice de la coparentalité parfois difficile, donc ici un réseau de médiation familiale à renforcer afin de réintégrer le père dans le système familial et favoriser une coparentalité apaisée. Il y a aussi des initiatives de médiation innovantes et alternatives, la médiation par la nature. Ici à La Réunion, on a une association qui s'appelle TIPA, enfin j'ai plus le nom exact en tête, mais il s'agit justement de se rapprocher de la nature pour pouvoir exprimer notre pleine nature également. Autre chose, la médiation par le rire, donc pour citer un autre exemple. Et puis également profiter d'un temps d'accompagnement plus long, plus posé, qui permet une approche plus qualitative. Nous sommes contraints dans nos structures respectives par une certaine rentabilité. On est contraint par quoi? Par nos financeurs, par l'obligation de résultat, etc. Or, elle peut être cette comptabilité peut être contre-productive par rapport à l'aspect qualitatif des accompagnements. Et je l'avais dit tout à l'heure, donc avec la création d'un guichet unique. Voilà pour la question de la monoparentalité. Pour le rôle et la place du père, je pense que l'hypothèse d'une place légitime et de plein droit est à construire et même à co-construire. Donc la réflexion préalable à cette co-construction doit nécessairement impliquer toutes les parties prenantes, la mère de l'enfant, les instances socialisantes, école, loisirs, culture, les instances économiques, donc quand on parle de conciliation, vie familiale et travail. Donc on entend également au sein de notre île que le père souhaite prendre pleinement sa place dans l'éducation des enfants. On le voit de plus en plus présent, notamment dans les crèches. Et on le voit également plus dans les associations qui sont de plus en plus nombreuses, qui proposent le soutien à la parentalité. Mais on voit que ces services ont été quand même construits sur l'idée que c'est la mère qui s'occupe des enfants. Donc aujourd'hui, on doit déconstruire cette représentation-là et réfléchir à élargir cette visée dans une approche vraiment universaliste de la parentalité. Pas d'autres, je terminerai par cela. Pour le père, lorsqu'on les a interrogés, voici ce qu'ils répondent pour vous, c'est quoi être père? C'est être présent pour les enfants, pour la famille, satisfaire les besoins, subvenir aux besoins de la famille, donner de l'amour, bien sûr, être à l'écoute, communiquer le plus possible. Ça rejoint le propos de M. Malbert tout à l'heure. Transmettre des valeurs humanistes, participer au loisir. Donc, il y a la question du temps de partage entre travail et familial. Conseiller, donner l'exemple et protéger. Donc, vraiment un besoin de sécurité évident. Voilà. Et pour pouvoir mettre en œuvre tout cela, il s'agit de créer des espaces d'écoute et où on peut justement recueillir la parole et faire fleurir des projets aussi beaux les uns que les autres. Merci pour votre écoute.
Merci, Monsieur O'Haraud. Alors, je vais céder la parole à notre rapporteur Elsa Chac et je veux juste signaler avant que nous avons également Nassima Dindar qui est connectée depuis la Réunion et puis également en présentiel Laure Pinera-Hort qui est de Guyane. Et donc, si elles souhaitent intervenir, elles pourront, à l'issue de l'intervention de notre rapporteur Elsa Chac, intervenir également pour interroger nos invités. Merci. Elsa. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, à mon tour de vous remercier pour l'ensemble des interventions que vous nous avez livrées. Très instructif également pour ma part, de par le constat que vous dressez sur les territoires en fait respectifs, une réalité que l'on n'a pas forcément toujours au quotidien, mais surtout de nous livrer en fait les différents outils que vous avez su et pu mettre en fait en place, inspirés effectivement en fait des territoires et d'une réalité territoriale différente et qui donne en fait des exemples très concrets finalement sur des politiques en fait publiques, sur des difficultés aussi que vous pouvez en fait avoir. Alors évidemment sur les groupes de parole qui me paraissent être un élément et un élément indispensable, mais également à travers cet observatoire où je voyais en fait dans votre PowerPoint également la force du partenariat que vous avez mis en fait en place aussi entre l'université et la CAF. Et c'est peut-être ma première question, mais à l'ensemble des intervenants. Est-ce que, quel est votre regard justement sur ce partenariat et sur les partenariats qui sont nécessaires? Alors effectivement avec d'autres structures associatives, mais également avec les pouvoirs publics, parce qu'on sait qu'en matière en fait de famille, et comme vous l'avez dit plusieurs fois, on est à la croisée aussi de plusieurs difficultés, mais également en fait d'un épanouissement, pour reprendre ce qui est derrière vous, grandir et s'épanouir sur l'observatoire, donc de voir en fait justement quelle est votre lecture, peut-être en fait à la fois positive et négative, des partenariats que vous avez pu mettre en place, mais également de ce qu'il faudrait peut-être fédérer et aller plus loin pour permettre en fait justement d'avoir cette culture de la parentalité dans notre société encore un peu plus présente. Donc ça c'est ma première question. Alors depuis vous avez pu répondre notamment sur la question en fait du rôle du père, parce qu'on voit, et vous l'avez également dit, que les familles monoparentales sont de plus en plus présentes. C'est d'ailleurs chiffré d'un point de vue quantitatif. Mais comment, justement, on peut expliquer, mais depuis, vous l'avez dit, sur la question du rôle du père, et comment on fait en sorte, peut-être que les pères, et notamment les jeunes pères, aient un rôle qui soit différent, justement, à la fois au sein de la famille, mais s'implique davantage. Et justement, quelle est, d'après vous, les pistes peut-être d'amélioration, ou en tout cas ce qui existe déjà, notamment avec l'éducation nationale que vous avez citée, car je reste convaincue que c'est notamment dès le début. Et alors, on parlait de collège, mais peut-être même au niveau de l'école, où on apprend d'ores et déjà le respect, mais également après, quelle est toute l'utilité, toute l'importance de cette sphère familiale ô combien précieuse, mais ô combien précieuse lorsque les deux parents jouent pleinement leur rôle. Et après, sur le troisième volet, qui me paraît être également un volet extrêmement important et que nous avons pu détailler, sur l'accessibilité, je vais y arriver, donc du aller vers. Effectivement, on voit, et c'est de plus en plus, que les personnes ont de plus en plus de difficultés à aller, et puis il y a aussi une sorte de pudeur, j'imagine, à pouvoir évoquer avec des personnes qu'on ne connaît pas une situation très personnelle, familiale, compliquée. Donc, d'où cette démarche peut-être effectivement du aller vers qui est plus présent. On voit la question du bus, enfin, avec encore une fois des outils qui me paraissent totalement pertinents. Est-ce que, d'après vous, en matière de politique de communication, au-delà de ce qui se fait déjà sur Internet et autres, mais est-ce qu'il y a une profusion de communication qui, des fois, dilue le message, ou est-ce qu'au contraire, il y aurait des aspects plus pertinents à développer sur cet aspect-là pour inciter
les gens, les parents, les pères et mères à pouvoir aller vers des structures qui existent, mais dont ils n'ont pas forcément connaissance. Et on sait à quel point dans notre société tout va vite, extrêmement vite, et ça change. On citait l'exemple des pensions alimentaires notamment, d'un point de vue législatif, mais également d'un point de vue des outils. Comment fait-on pour justement communiquer de manière efficiente d'après vous? Je vous remercie. Merci, chers collègues rapporteurs. Donc, je vous laisse répondre peut-être, Monsieur Malbert. Je vous vois que vous... Merci beaucoup, Madame, pour vos questions précises. Eh bien, il y a deux questions. Il y a la question de l'observation. Un observatoire observe, d'accord, on fait des études en partenariat avec les acteurs. Ça, c'est important. Il faut continuer à le faire. Des grandes études, des petites, des moyennes, spécifiques ou larges, qui rassemblent aussi d'autres études dans la zone océan Indien ou à travers les différents départements d'outre-mer. Parce que j'oserais dire, et vous me permettez, Madame, de dire que cet observatoire de la parentalité que nous avons à La Réunion est en train d'essaimer, puisque la Martinique vient d'ouvrir son observatoire de la parentalité, porté également par la CAF de la Martinique, mais d'autres partenariats. Donc la question des partenariats était très intéressante. Moi, je suis professeur d'université en anthropologie, l'Université de La Réunion. Pourquoi on aurait travaillé avec la CAF ou monté un observatoire? Et il est clair que, bon, là, c'est une posture de chercheur. Travailler, faire des recherches, revue spécialité, ouvrage, très bien, mais en quoi on impacte les populations? Donc, je pense que ces partenariats, celui qui me concerne, entre la recherche académique, recherche-action et l'action sociale, université CAF, il est porteur, puisqu'au-delà de ça, nous avons créé l'Observatoire régional de l'océan Indien. On peut ouvrir, bien sûr, aux départements, aux collectivités, aux départements. On a des liens aussi avec le rectorat, d'autres associations, d'autres laboratoires de recherche. Donc, quelque part, c'est créé à ce niveau méso, du milieu, entre le macro et le micro, une cellule de réflexion où on a des entrées multiples, un lieu neutre, c'est l'État qui porte, c'est la CAF, majoritairement, avec l'université. Donc, il n'y a pas d'entache, vous voyez, d'affiliation forcée, parfois malsaine, ou d'appropriation de certaines collectivités dans le partenariat. Rester dans une objectivité, tel qu'on le fait dans la recherche, et surtout, et notre chargé de mission, Alexandre Hérault, est là aussi pour appuyer, c'est être au plus près des contacts des associations. Donc, les partenariats, ils peuvent s'ouvrir, ils peuvent être très riches, puisqu'encore une fois, la cellule familiale, elle est au centre, finalement, elle est au cœur de l'économie, des organisations sociales, voilà, de nos structures, du lien social. Et il faut absolument que les politiques publiques puissent renforcer les budgets, évidemment, mais les dispositifs, les pratiques, la concertation. On est très honoré d'être invité aujourd'hui à cette audition parce que c'est vraiment important, surtout dans ce basculement qu'on est en train de vivre. J'oserais dire que le XXe siècle vient de se terminer. En 2019, nous entrons dans une autre période et la cellule familiale, la relation, la filiation, la relation, le lien social par enfant est un lien primaire, certes, mais à consolider. Et vous le savez comme moi, les réseaux sociaux, les écrans créent du délitement, de la déliance et de la non-confiance. Et combien de conflits éclatent aujourd'hui avec des adolescents dont les parents n'ont plus matière à ordonner, à gouverner, à communiquer. C'est pour ça que je l'ai dit au début de mon propos, la communication non violente est très importante à injecter aussi dans les collèges, les lycées, mais aussi le réseau, le REAC, le CLAS, la médiation, de là. Ce que je voudrais dire pour terminer par rapport à la politique des pairs, on voit à La Réunion qu'à partir de l'étude et de la rencontre entre l'étude et les résultats qu'on a partagés avec les travailleurs sociaux du département de la CAF, on a compris qu'il fallait travailler au cœur des problématiques. Oui, toucher le jeune homme avant d'être père et la jeune mère également. Donc collège, lycée, étudiants, jeunes travailleurs. Ça, c'est très important. Vous verrez sur le site de l'Observatoire, on a des petits films de 3 minutes qui ont été très bien faits, où les gens s'expriment. On comprend tout de suite le propos. Ces films sont à disposition du réseau pour animer des groupes de parole, pour briser la glace. Madame le disait, c'est pas évident de parler de sa problématique familiale. On parle du soi, on parle de ce qui se passe à la maison, à la case, les liens intimes. Les gens ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Tout le monde se connaît dans les quartiers, dans les cités. Donc, on a des structures très belles. Et la CAF, l'État, le département est là, bien évidemment, pour appuyer. C'est très bien, mais comment les rendre plus attractives? Il faut travailler en transversalité. Le milieu professionnel peut aussi injecter de la formation, le rectorat, et puis après, avec des spécificités, bien sûr, voilà, monoparentalité, isolement. Ça, je pense qu'il faut le renforcer. Et surtout, comme vous le disiez, aller vers travailler donc en transversalité. Voilà, j'arrêterai là, je laisse la parole à d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Malbert. Donc, je vais céder la parole à d'autres sénateurs, sénatrices, s'ils souhaitent. Et donc, d'abord, Marie-Laure Pinera-Horth pour la Guyane. À vous, chers collègues.
Merci Présidente, merci Président également. Et merci aussi à tous les intervenants. Alors moi, je suis sénatrice de la Guyane. Bon, la Guyane qui est un territoire qui est assez particulier, puisque vous le savez, 50% de la population a moins de 25 ans. En ce moment, les enfants font des enfants. C'est un territoire qui subit une forte immigration. Et quand j'étais maire, je me souviens que mon objectif était justement de créer une école des parents et des éducateurs. Bon, j'ai commencé par mettre les mardis de la parentalité, c'est-à-dire que nous organisions des réunions avec des mamans, de papa aussi d'ailleurs, sur des thèmes bien précis, sur la contraception, sur les stupéfiants, sur l'autorisation parentale, en fait. Et c'était quand même des réunions qui étaient très suivies. Il y avait beaucoup de parents qui se déplaçaient. Et en fait, bon, on attendait un peu pour créer. Et là, franchement, j'avoue que nous allons, en tout cas, je ferai tout pour que la Guyane s'inspire de vos expériences, hein, notamment donc l'école des parents éducateurs, parce que c'était un vœu pieux, en tout cas, de la ville de Cayenne. Et puis aussi l'observatoire de la parentalité. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir. Et puis le rayonnement régional, c'est-à-dire que bon, il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique, il y a la Guyane. Ce serait bien aussi qu'on se mette tous ensemble pour pouvoir travailler sur ce dossier. Et vous dire, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié en tout cas vos interventions, les unes comme les autres, les messieurs. Et franchement, je me ferai un devoir, en tout cas, chaque fois que je me rendrai sur mon territoire, de rencontrer les assistantes maternelles, les associations qui s'occupent des parents, parce qu'il faut savoir qu'en Guyane, il y a beaucoup de familles plutôt matriarcales. Et les femmes ont besoin d'aide. Elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de soutien. Et vous pouvez compter sur moi, en tout cas, quand je vais retourner chez moi, je parlerai de l'école des parents et éducateurs dont on rêvait à l'époque. Et bon, je pense que ça continue, puisque nous avions mis en place des maisons de quartier. Nous disposions de 12 maisons de quartier sur le territoire de Cayenne. Et c'était vraiment des espaces d'échange où on pouvait donc apporter, discuter en tout cas sur n'importe quel sujet. En tout cas, merci beaucoup. Et merci aussi à la commission, parce que ça me permettait en tout cas d'être en lien avec des acteurs très dynamiques sur la parentalité. Merci, Présidente. Merci, chers collègues. Alors, il y avait Victoire qui voulait redire un petit mot, et peut-être que Stéphane, on ne lui a pas laissé au Monsieur le Président la parole, donc peut-être que s'il souhaite intervenir, il nous fera signe depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Victoire. Oui, merci Madame la Présidente. Alors je voudrais justement, parce que j'ai posé la question aux intervenantes, et particulièrement à Mme Bayou tout à l'heure, si elle savait que s'il y avait des associations en Guadeloupe, par exemple, il y en a beaucoup, mais il n'est pas question aujourd'hui de parler de cela parce qu'il y aura d'autres tables rondes, d'autres initiatives sur Guadeloupe, mais il y a beaucoup d'associations et beaucoup d'initiatives. Alors je ne sais pas pour les résultats. Le moment où on aura une évaluation de ce qui se fait réellement pour voir comment les choses se passent, mais il y a quand même déjà sur le territoire, et Madame Augustin qui est là, elle sait très bien aussi qu'il y a beaucoup d'associations qui font beaucoup de choses, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas encore là, parce qu'il y a des initiatives. Alors savoir si c'est efficient, efficace, là on le verra après, et je voudrais vraiment qu'on puisse poursuivre avec la Guyane, parce qu'on a aussi des fédérations, notamment FAPEC de deux côtés, mais un c'est Guadeloupe, l'autre c'est Guyane, donc je crois que nous allons pouvoir poursuivre ce travail-là ensemble. Moi je crois que cette initiative des deux délégations Outre-mer et droits des femmes, je crois que ça va permettre de répondre à des problématiques vraiment importantes pour nos territoires. Donc, je suis vraiment très, très heureuse d'être rapporteur parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se font et que là, il y a des associations tant en Martinique, je suis en contact aussi avec les associations de la Martinique, de la Guadeloupe, de Guyane, et maintenant on a la Réunion. Donc, il y a beaucoup d'initiatives et je crois que là, ces travaux de nos deux délégations permettront justement qu'on puisse travailler de façon complémentaire, de façon différente, mais pour trouver les meilleures solutions possibles. Merci beaucoup. Merci, chère Victoire. Alors, nulle compétition entre les territoires d'outre-mer. En réalité, on l'a vu, des questions
impose parfois des réponses différentes et du coup, c'est vrai qu'on a une multiplication et une multiplicité de réponses apportées et dont certains territoires peuvent s'inspirer. Je crois que également, je vais d'abord laisser la parole au président Artano et on vous redonnera la parole après pour répondre. Monsieur le Président. Merci cher Annick et merci de me donner cette parole. Alors, quelques constats et puis qui ne font que renforcer ma conviction et celle du Sénat, je pense, sur les travaux qui sont en cours par le groupe décentralisation. Alors, ce que je retiens quand même des acteurs que j'ai entendus ce matin, c'est qu'il y a un besoin de déconcentration des moyens financiers et techniques dans nos territoires. Ça renvoie à la verticalité des politiques publiques de manière générale. Et pour adapter ces politiques à la sociologie des territoires, je crois que c'est M. Malbert et M. Haro qui l'évoquaient, mais pas que vous. Je pense notamment aux fédérations qui sont également présentes. Il y a quelque chose qui m'a également frappé, c'est la nécessité d'aller vers et d'associer les communes. Et ça renvoie peut-être la question de savoir si dans chaque territoire, il existe des schémas locaux d'accompagnement à la parentalité ou des schémas enfance-jeunesse. Il y en a un à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, avec la Caisse de prévoyance sociale, qui est l'équivalent de la CNAF, qui permet de décliner de manière transversale entre les acteurs des politiques territoriales d'accompagnement. Et peut-être que ça renvoie cette question, et j'interroge ceux qui sont là aujourd'hui pour nous dire si de tels schémas existent sur chacun de vos territoires, et s'ils n'existent pas, effectivement, est-ce que ça peut être une préconisation que le Sénat peut formuler. Je retiens également la complexité des financements, puisque comme vous le dites, vous êtes tous des acteurs de terrain et pas des érudits, en l'occurrence en matière de recherche de financement public, et donc ça demande vraisemblablement de simplifier et la source de financement et l'accès au financement par les acteurs qui sont en charge, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les réseaux associatifs et les observateurs que vous êtes tous qui font vivre aujourd'hui la parentalité dans les territoires, et pas forcément les politiques publiques qui peuvent être décidées au niveau national et qui doivent être, par ruissellement, je dirais, arrivées sur chacun des territoires. Donc ça me renvoie à ce qu'on appelle la différenciation des approches nationales sur chacun de nos territoires, en tenant compte de la sociologie. Et M. Malbert, vous l'avez mis en évidence, mais je crois que c'est une cause acquise, en l'occurrence, pour celui qui prend la parole actuellement. Et puis, une nécessité, évidemment, de déconcentrer les moyens au niveau des territoires. Et puis, ça renvoie quand même une question que j'ai posée à la première audition, en fait, sur l'implantation des fédérations nationales dans nos territoires ultramarins, qui sont également des relais associatifs. Je pense notamment à la Fédération nationale des parents et éducateurs. Sur 39 associations, il y en a 2 en Outre-mer. Donc, est-ce que là, il y a une nécessité d'enclencher un processus au niveau national pour permettre l'implantation de nouvelles entités dans d'autres territoires ultramarins, chacune dans leur contexte et local et régional? Moi, j'aime beaucoup l'approche régionale qui a été évoquée parce qu'elle me paraît complètement indispensable. On ne peut pas toujours dire publiquement qu'on souhaite que nos territoires soient implantés dans les régions et qu'on en tienne compte, et ne pas non plus le faire sur le plan sociologique pour tenir compte également des expériences. Moi, je vois les collègues canadiens, par exemple, ont en matière de sociologie parentale des avancées qui sont reconnues au niveau international et qui méritent effectivement qu'on s'y penche, parce qu'on peut s'en inspirer à proximité, et puis il y a des comportements vraisemblablement locaux qui s'inspirent également de ce qui se passe à côté. Donc cette approche régionale me plaît beaucoup. Et donc voilà pour les constats que je voulais faire et les questionnements qui sont les miens. Sur les financements, j'aimerais juste demander aux acteurs s'ils émargent, et je pense avoir un début de réponse, à la fois au financement sur les appels à projets nationaux et ou des appels à projets territoriaux. Est-ce que les CNAF lancent des appels à projets sur la parentalité dans vos territoires, ou est-ce que vous répondez à des appels à projets nationaux? Est-ce que par exemple le ministère de l'Outre-mer lance en ce qui le concerne des appels à projets pour la parentalité en Outre-mer, ou est-ce que le ministère de l'Outre-mer pourrait devenir une caisse de résonance transversale un peu sur cette politique pour éviter la dispersion de financement? Ce sont les questions que je pose parce que au moment où on parle de recentrer et d'efficience des politiques publiques, je crois qu'on doit être un peu inventif et pousser les murs quand certaines barrières sont constatées. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame Béatrice Bayot souhaitait intervenir à nouveau. Monsieur Artano a rajouté plein de questions. Alors, sur la question des financements, aujourd'hui, à ma connaissance, c'est principalement des liens avec la CAF. Il n'y a pas d'appel à projet avec de la CNAF à destination spécifique des Outre-mer.
Et on est beaucoup sur du financement par projet, ce qui est un vrai handicap. Il n'y a pas de financement structurel. Alors ça, j'attire vraiment votre attention là-dessus, parce que l'appel à projet, c'est bien, mais c'est ponctuel, hein, et ça ne vise qu'une partie de l'activité. Donc c'est ça qui amène à la dispersion des financements. Sur le ministère des Outre-mer, pareil, c'est à ma connaissance, c'est principalement à destination des fédérations. Il y a peu de liens directs avec les acteurs de terrain et je pense que ça serait quelque chose d'intéressant qu'il y ait des liens directs entre le ministère et les acteurs de terrain, peut-être via un intermédiaire local, mais voilà, pour qu'il y ait une plus grande proximité entre le ministère et les acteurs qui agissent. Sur les schémas départementaux, j'essaye de faire vite et ramasser, hein, sur les schémas départementaux des services aux familles, c'est très inégalement décliné sur les territoires. Aujourd'hui, à ma connaissance, ça n'est pas trop en Outre-mer, en tout cas sur les 2 territoires où l'on est, et les acteurs du soutien à la parentalité sont en général peu associés. Il y a beaucoup d'acteurs de la petite enfance. C'est très bien, je ne suis pas en train de rivaliser. La seule chose, c'est que je pense que c'est important que les acteurs du soutien à la parentalité participent aux travaux des schémas départementaux de services aux familles. Et je me permets juste de rebondir sur un point de Madame Schalck, sur la question de la communication. Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu de lisibilité parce que c'est très dispersé. Et d'accessibilité, c'est-à-dire à la fois une adaptation en termes de langue et aussi pensons à toutes ces familles en situation d'illettrisme et d'illectronisme. Quelle communication on peut penser pour que ça touche ces personnes-là, soit par des communications visuelles, soit par des communications présentielles. On en a parlé, hein, le présentiel dans les lieux publics, mais je pense que c'est vraiment important. Et un dernier, parce que ça me démange, sur la question des compétences de base parentale. Alors là-dessus, moi, je suis très, très mitigée, parce que M. O'Haraud en parlait, des compétences socles. Je pense qu'il faut être vigilant à ne pas se dire qu'il y a un minimum vital pour tous les parents. Il faut s'appuyer. Chaque parent est différent, chaque parent va avoir ses propres compétences. En plus, avec la différence de situation culturelle, géographique, sociale, etc. Il faut, je pense qu'il y a un danger à vouloir se dire on va définir ensemble des compétences socles qu'on va vouloir harmoniser chez tout un chacun. Voilà, je ne veux pas rentrer trop dans le débat, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que l'objectif, c'est de donner confiance aux parents pour qu'ils se sentent légitimes à être parents et l'accompagner tel qu'il doit l'être. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Bayot. Je crois que Monsieur en visio, vous souhaitiez également, O'Haraud, intervenir à nouveau, je crois? Non? Non, alors ça va. J'avais une mauvaise information, une information en décalé. Donc c'est Madame Augusta qui souhaitait compléter son propos. Je voulais revenir sur ce qui a été dit précédemment, notamment concernant l'arsenal de prestations dédiées aux familles monoparentales et les femmes qui se déclarent être familles monoparentales alors qu'elles ne le sont pas et écartent volontairement les pères pour des raisons financières. Alors, il y a sûrement quelque chose qui m'échappe parce qu'il me semble que la seule prestation spécifique aux familles monoparentales est l'allocation soutien familial. C'est la seule allocation spécifique. Alors, c'était vrai lorsque l'allocation parents isolés existait, qui était une allocation qui reconnaissait le fait familial, la présence d'enfants, et pendant 3 ans, il était versé sans qu'il y ait cette condition de chercher un emploi qu'apporte aujourd'hui le RSA. Et le RSA reconnaît la situation de monoparentalité. Effectivement, il y a le RSA-I, le RSA isolé, mais il y a cette condition
qui oblige, c'est un revenu de solidarité active, donc il faut prouver qu'on cherche, voilà, c'est associé à la recherche d'emploi, donc cette prestation n'a pas les mêmes vertus que l'allocation parent isolée. Et donc, il n'y a pas d'arsenal, malheureusement. Il y a juste l'allocation parent isolé qui se substitue au défaut de pension alimentaire. Concernant le père qui est écarté, un père, s'il le souhaite vraiment, il peut reconnaître son enfant à n'importe quel moment, et à l'insu de la mère. Et nous militons vraiment pour une coparentalité, l'exercice d'une coparentalité effective et la reconnaissance des enfants par leur père, pour nous, est essentielle pour impliquer cette fonction parentale qui ne peut être du fait du bon vouloir de la mère. Un père veut prendre à bras le corps sa fonction parentale, il le fait. Et je pense qu'aucune prestation ne peut remplacer la présence d'un père, parce que la pension alimentaire ne remplacera jamais un deuxième salaire. On voit bien que les ruptures de concubinage ou les divorces appauvrissent forcément la famille. Donc quand le couple existe, la précarité diminue. Voilà tout ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Madame Augustin. Donc, je crois qu'on a fait le tour de tous les intervenants, à moins qu'en visio, il y ait d'autres sénateurs qui n'ont. A priori, il n'y a pas de demande. Donc, je souhaitais vous remercier tous les quatre pour vos interventions et pour les réponses que vous avez pu apporter aux rapporteurs d'abord, qui sont à mes côtés, et au président et aux sénateurs, sénatrices qui ont suivi, soit en présence, soit à distance, cette table ronde. Je voudrais juste peut-être faire une remarque, parce que ça m'a interpellée tout à l'heure, lorsque je crois que c'est Madame Bayot qui a dit ça, couple un jour, parent toujours. C'est vous qui avez dit ça. Et ça a fait écho chez moi en me disant, est-ce que véritablement il faut développer ce concept, parce que ça a fait écho aux violences intrafamiliales, et que lorsqu'on dit voilà, un parent violent n'est pas un bon parent et que l'autorité parentale doit systématiquement être retirée, je me suis demandé si c'était véritablement la bonne formule à utiliser, mais je pense qu'on n'a pas 3 heures pour en débattre ce matin. Mais je voulais qu'on soit vigilant aussi par rapport à ce type de message, et l'impact que ça pourrait avoir. Ça voudrait dire qu'on a l'autorité parentale à vie, quel que soit ce qui se passe dans la vie des familles, et ça m'a un peu mis en alerte. Voilà. Sur les politiques familiales, le deuxième point, c'est qu'il y a des effets de bord, et vous avez mis un point, Monsieur Malbert, sur des statistiques de familles monoparentales qui seraient gonflées parce que besoin de survie, besoin de statut, parce que les politiques familiales pousseraient finalement des mères à s'afficher en tant que famille monoparentale, et donc la séparation serait plus facile derrière, forcément. Et sur les différents modèles, moi j'ai retenu qu'il y avait des bonnes initiatives dans des territoires divers qui méritaient peut-être d'être dupliqués, mais forcément, territoire outre-mer, dupliquer le 39-19, on a bien vu, hein, il y avait des problèmes d'horaire d'ouverture, de décalage horaire, voilà. Donc, nécessité d'adapter, d'avoir une réponse adaptée pour chaque. Le président Artano l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'on doit, nous, au niveau de ce travail, se pencher sur la structure des associations, parce que vous avez parlé de financement d'appel à projets. Ça serait intéressant de voir si les associations dans les territoires ultramarins, d'abord avant, après Covid,
qu'en est-il? Qu'en est-il des permanents qui sont dans ces associations? Est-ce qu'ils sont en nombre suffisant ou est-ce que les bénévoles assument la charge totale du fait des appels à projets? Est-ce que c'est la même chose dans tous les territoires ultramarins? Comment réussir finalement à pérenniser l'action des associations? Parce qu'à travers vos propos, mesdames et messieurs, moi j'ai ressenti quand même finalement un rôle extrêmement puissant des associations pour tenter de mettre en œuvre des politiques publiques quand il y en a, des politiques publiques qui ne sont pas forcément adaptées, et donc finalement un rôle de l'État qui est quand même au second plan au niveau de la parentalité et de la gestion et des réponses qu'on doit apporter à ces familles en détresse. Donc merci pour ces interventions riches qui nous donnent donc des pistes de travail supplémentaires, et je vais laisser le mot de la fin à Saint-Pierre-et-Miquelon, à monsieur Stéphane Artano. Et tu voulais dire quelque chose parce que je ne comprends pas. Tu m'as écrit 4 mots et je ne suis pas forcément, chère Victoire, tout de suite connectée avant la conclusion de Monsieur le Président, Victoire Chasmin, parce que quand elle me met 4 mots, je ne suis pas sûre de bien interpréter si je n'ai pas les liaisons entre les mots, chère Victoire. Excuse-moi. Oui, je suis désolée, Madame la Présidente, mais avant de conclure, comme il appartient au Président et Présidente de conclure, je voudrais qu'on ait une pensée pour une jeune Martiniquaise, Marie-Camille Rolouza. Elle est du Gaumont et elle était mère de 2 enfants. Eh bien, elle est victime de féminicide. Et aujourd'hui, il y a le décalage horaire, c'est vrai, mais aujourd'hui, le 9 février, il y a une marche pour elle à la Martinique. Donc, c'est une jeune dame et je voudrais quand même qu'on ait une pensée pour elle parce qu'on parle de couple un jour, parent toujours. Eh bien, cette dame va laisser 2 jeunes enfants. C'est une très jeune femme. Voilà, je voudrais qu'on ait une pensée pour elle. Merci, Madame la Présidente. Et je suis désolée, Président, d'avoir interrompu la dynamique de la Présidente qui doit aller vous donner la parole. Merci beaucoup. Écoute, Madame la rapporteure, c'est toujours important de rester connecté au terrain et forcément que la lutte contre les violences intrafamiliales et finalement la parentalité, on ne peut pas dégager ça non plus, séparer ces 2 sujets. Et donc, tu nous as ramené à la dure réalité de l'actualité et la difficulté que nous avons à la fois dans les territoires ultramarins et au niveau de l'Hexagone à lutter contre les féminicides, puisque les statistiques sont terribles à ce sujet. Et donc, je cède la parole à mon collègue président Stéphane Artano qui va clôturer cette table ronde. Et d'ores et déjà, merci à vous, mesdames, messieurs, pour la qualité de vos interventions. Très rapidement, chère présidente, chère Annick et mesdames et messieurs, pour vous remercier par la qualité des échanges et puis de l'éclairage que vous nous avez apporté. Loin de moi l'idée ou la présomption de vous dire comment doit se faire l'accompagnement à la parentalité. Notre boulot, notre rôle au Sénat, c'est de vous accompagner. Et puis surtout, comme vous le savez, nous sommes la caisse de résonance et le porte-voix des collectivités et des territoires. Et je suis intimement persuadé, comme beaucoup de sénateurs autour de cette table aujourd'hui en visioconférence, que c'est sur les territoires que les politiques irriguent la population et que c'est bien le message que nous devons également porter au travers de ce rapport d'information. Et je m'associe évidemment à l'hommage rendu par Victoire. J'ai suivi, chère Victoire, la triste actualité sur ton territoire de cette jeune femme qui a été tuée. Et donc évidemment un hommage auquel je me joins. Merci à toutes et à tous pour cette très très belle audition. Et évidemment, mais je le dis, chère présidente, entendons également les délégations sont preneuses de toutes vos contributions écrites ou de sources d'alimentation que vous souhaiteriez nous faire part pour alimenter les travaux dans le cadre de ce rapport. Nous sommes vraiment preneurs de vos remontées de terrain. Cette audition a été très riche et je ne doute pas que nous pourrons continuer à échanger sous d'autres formats pour pouvoir enrichir à nouveau les recommandations que le Sénat sera amené à proposer. Merci à toutes et à tous.